Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une toute nouvelle vidéo de Chugby. Bonjour et bienvenue à ça. C'est-à-dire une vidéo où je vous parle de mes choix et prédictions sur les films nominés aux Oscars cette année. Tout d'abord, c'est la première fois que je fais une vidéo pour ça, mais ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'ai commencé à vraiment suivre les Oscars comme sans équivoque. À chaque année, lorsque les nominations sortent, je me fais un marathon pour tout visionner le plus possible avant la cérémonie. Et cette année n'a pas fait exception. Même que j'ai passé près de pouvoir tout écouter. Sur les 41 films nominés, il y en a malheureusement 4 que j'ai pas pu voir, un documentaire et 3 films internationaux. Au moins, il y en avait 9 que j'avais heureusement déjà vus, mais 28 films à 1 par jour, c'est tout un défi, parce que c'est pas juste des trucs légers. C'est après pratiquement aucun truc léger. Mais c'est bon, justement, ça me fait découvrir des trucs que j'aurais pas peut-être autrement été vers. Donc, c'est tout le temps un plaisir pour moi de forcer à faire ce défi-là chaque année. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de noter que cette année, il y a 16 films qui proviennent de Netflix parmi les nominés. C'est donc bien apprécié par des gens comme moi parce que ça permet de faire un marathon avec une recherche beaucoup moins exhaustive. Parce que justement, les films que j'ai pas vus, c'est pas parce que je voulais pas, simplement qu'ils étaient pas disponibles avec sous-titres anglais ou tout court. Et Netflix m'a permis de me tremper un peu les orteils dans les catégories court-métrage. Donc ça aussi c'est très bien. J'en ai vu 4 sur les 15 nominations, mais quand même. Donc au total sur les 23 catégories, il y en a 5 que j'ai pas pu voir tous les films, donc prenez ça en considération. Mais pour les 18 autres, j'ai tout vu, incluant mettons, une chanson était nominée, j'ai vu le film. Alors, sans plus attendre, commençons justement par les courts. Pour mettre en contexte aussi, j'ai vu les bandes annonces de ceux que j'ai pas pu voir pour essayer d'avoir quand même une genre de objectivité. Donc, pour la catégorie court documentaire, j'ai vu A Love Song for Latasha, que j'ai trouvé très beau et a des chances aussi de l'emporter parce que, comme qu'on connaît le mouvement Black Lives Matter qui a pris beaucoup d'importance dans la dernière année, c'est quand même très possible qu'il y ait quelque chose qui symbolise ça dans les choix qui ont été faits. Ensuite, pour court-métrage, j'en ai vu 2. The Present, qui est vraiment touchant, mais par contre mon choix va à Two Distant Strangers. On voit un homme de race noire revivre une même journée, un peu comme le jour de la marmotte, mais comme vous pouvez vous en douter, il se fait tuer par un policier à chaque jour. Et tout le temps, même s'il essaye d'agir le plus correct possible, pas suspicieux de quoi que ce soit, avec son habillement, sa façon d'agir ou n'importe quoi là, qui pourrait être perçu d'une autre manière par quelqu'un, il finit par mourir de toute manière. Donc là, je vous le gâche pas vraiment parce que c'est ça la prémisse, mais c'est vraiment coup de poing, ça vaut la peine. Comme je l'ai mentionné pour A Love Song for Latasha, je pense que dans le climat actuel, il y a des fortes chances que ça l'emporte. Et la réalisation là-dedans est réellement rythmée, là, on voit pas la demi-heure passer, c'est touchant, c'est drôle par moment, c'est inventif dans comment que ça joue avec ce concept-là. Bref, j'ai adoré. Maintenant, pour la catégorie court-métrage d'animation, basé sur les bandes annonces, même si c'est le seul que j'ai vu, je pense que c'est lui qui pourrait l'emporter, qui s'intitule If Anything Happens, I Love You. On voit un couple qui tentent de recoller les morceaux de leur relation suite à un événement tragique, on va dire. Il y a les ombrages qui sont fortement utilisés, qui représentent beaucoup dans tout ce long métrage-là, et c'est qu'à la toute fin que le titre fait son sens. Donc c'est vraiment super beau, touchant, et qui vient aussi toucher une corde sensible reliée à un problème connu des États-Unis. Ensuite, comme je disais, pour films internationaux, j'ai pas pu tous les voir parce que il y avait
aucune façon d'avoir des copies avec sous-titres disponibles. Mon choix va à Another Round, un film dans lequel Mads Mikkelsen est un professeur de secondaire qui se lance un défi avec ses autres amis professeurs de commencer à consommer de l'alcool durant les jours de travail. En fait, ça vient d'une théorie qu'ils ressortent que le corps serait tout le temps avec un déficit d'alcool, donc s'il prendrait juste un tout petit peu d'alcool, il serait plus productif au travail, donc ils sont mis comme idée de tester ça en consommant de l'alcool seulement durant les heures de travail, c'est-à-dire les heures de cours. Et on voit tout ça comment dire, de façon un peu comique, mais on voit où ce que ça s'en va et ça fait mal. Parce que ça vient toucher un mot de société qui est quand même international, c'est-à-dire à quel point c'est accepté et comme intégré de consommer de l'alcool dans la société comme une normalité. Et à quel point on lègue ça un petit peu aux jeunes, à nos générations qui nous suivent. Donc, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. C'était nouveau, original, des super bonnes performances, c'était drôle, touchant, poignant. Vraiment. C'est mon choix. Pour ce qui est de ma prédiction, je pense que Collective aurait de fortes chances aussi, malgré le fait qu'il est doublement nominé dans les documentaires et films internationaux, parce que ce documentaire-là rentre dedans. C'est captivant comme un trailer genre Social Network, là. On voit un journaliste d'un journal local sportif en Roumanie qui se met à gratter un petit peu sur quelque chose de louche suivant un incendie mortel dans un club de nuit où il n'y avait pas assez de portes de sortie de secours et plusieurs personnes ont péri et d'autres ont souffert de graves brûlures. Mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que, comme je le disais, le journaliste se met à creuser sur un détail parce que plusieurs des personnes qui ont été brûlées et qui étaient encore vivantes et qui étaient traitées dans les hôpitaux locaux sont décédées malgré le fait qu'une grande majorité n'avait pas une partie importante de brûlure sur leur partie du corps ou un degré important qui aurait pu causer la mort. Donc de là, une sorte d'enquête se met à découler, à savoir pourquoi ils sont morts dans les hôpitaux, puis c'est captivant, ça n'a pas de bon sens. Et malgré que ça a l'air lourd, parce que ça l'est pareil, c'est quand même comique parce que éventuellement, je m'en dis, il y a le personnage, mais ça filtre vraiment comme un film, même si c'est plus vrai que nature. Il y a le nouveau ministre de la Santé, Vlad, qui arrive, puis qui coopère à 100% comme dans le documentaire, puis avec les enquêteurs pour essayer justement de trouver il est où le problème là-dedans, puis ce qu'il découvre, là, je vous le fais largement, là, mais c'est de la corruption dans toutes les racines de ce qu'il y a dans ce pays-là, puis c'est quand même, ça rouvre les yeux, puis en même temps, c'est intense, là, t'es comme juste, j'en reviens pas, puis ça vaut fortement le détour, parce que c'est pas juste comme genre dénonciateur, le visionner, c'est complètement divertissant, comme si c'était un film hollywoodien. Je peux pas le décrire autrement, là. Et donc, je vais faire un lien avec la catégorie qu'on est rendu, c'est-à-dire documentaire, parce que Collective est aussi nominé dans cette catégorie-là, et je pense qu'il y a des fortes chances de l'emporter dans les deux cas. C'est donc ma prédiction aussi pour documentaire. Par contre, mon choix va à un film que j'ai vu à la dernière minute, je pensais même pas pouvoir le voir, qui s'intitule The Mole Agent. Dans ce film italien, on suit un adorable veuf qui prend le contrat d'un détective privé qui est engagé par la fille d'une madame qui habite dans une résidence pour personnes âgées et qui doute qu'elle soit maltraitée. Donc l'assignement qui se fait donner, c'est d'infiltrer la résidence et de retenir de l'information puis la transmettre au détective. On voit le vieil homme complètement charmé, toutes les dames là-bas,
puis avoir un petit peu de la difficulté avec la technologie. C'est vraiment comme adorable, comique, mais vraiment touchant. Parce que ça vient comme parler de la solitude qui est reliée à ces personnes-là qui sont souvent abandonnées ou peu vues. C'est vraiment un heureux mélange de ces deux tons-là, comique, puis vraiment émouvant. Moi, ça a été un coup de cœur, donc c'est mon choix, même si je pense que Collective a comme plus comme un impact, mais c'est ça, The Mole Agent pour moi. Bon, maintenant on rentre dans le juteux, parce que j'ai tout vu. Donc je me sens un petit peu plus en connaissance de cause pour en parler. Donc pour ce qui est des meilleurs costumes, mon choix va à Ma Rainey's Black Bottom. Parmi tous ceux nominés, disons que c'est ceux que j'avais le plus l'impression d'assister à une scène réelle plutôt qu'à une pièce de théâtre ou reconstitution. Mais les Oscars, fidèles à eux-mêmes, risquent de le remettre à le film qui a le plus de costumes. Et donc, dans ce cas, ma prédiction va à Emma. Je pense que dans chaque scène, il y a un changement de robe, puis c'est tout le temps des robes là, extravagantes. Donc, le film, je l'ai vraiment trouvé... mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il est nominé. Ça se pourrait qu'il gagne parce que c'est ça. Si on se fie aux dernières années, ça ferait du sens. Mais moi, je le donnerais à Ma Rainey's Black Bottom. Pour ce qui est du meilleur maquillage et coiffure, encore une fois, je le donnerais à Ma Rainey's Black Bottom. Principalement parce que j'ai tout simplement pas reconnu Viola Davis derrière justement son costume, pas juste le visage, mais tout le corps au complet, là. Elle est complètement transformée. Donc, c'est sûr, avec l'aide de sa performance, mais très beau travail de maquillage et de coiffure, et aussi les coiffures des musiciens. C'était donc des très belles coiffures qui me faisaient sentir dans l'époque plutôt que de m'en sortir. Mais encore une fois, en ce qui concerne ma prédiction, ça risque de revenir à celui qui en a le plus de maquillage et de coiffure, ou du moins les plus extravagantes. Et dans ce cas, ça irait à Pinocchio, la nouvelle version, que j'ai, soit dit en passant, complètement détesté. Je m'attendais vraiment à comme aimer ça, là. J'étais comme super content que ça soit dans les nominations. J'étais comme yes, m'en avoir écouté ce film-là, ça va être trippant. Ah, c'était weird. C'était comme du... Je sais pas, du wannabe Tim Burton bizarre, là. C'était vraiment... tu sais, il y en avait plein de maquillage d'hommes-poissons, puis de renards, puis... C'était pas mal fait le maquillage, mais rien que j'avais pas vu avant. Maintenant, pour les meilleurs effets visuels ou effets spéciaux, mon choix va à Love and Monsters, qui a fait partie de mon top 10 de l'année dernière. Le design des créatures mutantes et l'intégration de ces éléments-là avec le décor, tout ça, j'ai tout le temps cru à ce que je voyais à l'écran, même si je le savais très bien que c'était fait à l'ordinateur. Je pense par contre, en ce qui concerne ma prédiction, que Tenet a des bonnes chances de l'emporter, simplement par l'utilisation du temps à l'envers, avec des effets spéciaux, puis tout ça, l'intégration des gens avec les écrans verts. La chorégraphie que ça a dû être fait pour tout faire fitter ça ensemble, il y a peut-être des chances qu'il l'emporte selon moi, parce que Love and Monsters, ça reste un film de genre, puis ben, c'est rare que les Oscars donnent beaucoup d'amour à ces films-là. Quelquefois dans ces catégories-là, là, justement, son effet visuel. Mais c'est ça, ça se pourrait que ça aille à Tenet aussi, juste pour flatter l'ego de Chris Nolan, parce que le box-office, il a pas réussi à faire ça. Pour ce qui est du meilleur son, parce que maintenant, sound mixing et sound editing, parce que personne n'arrivait à faire la différence, ont été combinés en une seule catégorie. D'ailleurs, tant qu'à faire de la place pour en mettre deux en un, rajoutez donc meilleure équipe de cascadeurs. Sérieux, il est temps, là. Parce que c'est clair que quelqu'un des Oscars va écouter ça. Donc, mon choix va à Sound of Metal. Tu sais, il y a le mot sound dans le titre. Non, c'est une blague. Mais sérieusement, ce film-là, dans mes coups de cœur de tout ce que j'ai vu, là, c'est vraiment beau comme film. C'est un drummer de métal qui perd tranquillement son ouïe et qui va dans un centre
slash communauté où ce que ils vivent et s'entraident pour apprendre ensemble à vivre d'une nouvelle manière. Vous pouvez donc vous douter que la manière dont le son est utilisé dans ce film-là est essentielle pour représenter justement l'isolation que le personnage ressent et les difficultés que ça peut apporter pour justement connecter avec le monde qui l'entoure. Entre autres, il y a une scène où ils viennent d'arriver à cette place-là et c'est le moment du souper, puis c'est magnifique. Il y a du son, il y a beaucoup de son, mais c'est pas de la manière dont tu le penses parce qu'il y a beaucoup de langage des signes, il y a des couteaux, de la nourriture qui se mange, des tapages de mains, puis il y a aussi le fait que lui, il l'entend d'une façon un peu, mutée, là, je sais pas comment le dire, là, comme s'il y avait de la ouate dans les oreilles, on va dire. Puis comment que c'est utilisé, justement, c'est tellement évocateur de tout ce qui est ressenti, puis ce qui vit. C'est incroyablement efficace, puis c'est ça rend le film juste parfait. C'est définitivement pas son seul point fort, mais c'est un élément qui est mis en avant-plan un peu plus que d'autres films, disons. Par contre, pour ce qui est de ma prédiction, ça se peut très bien que Mank remporte, parce que dans ce film-là, on reproduit les films des années 30, donc parfois il y a du mauvais doublage, là où justement ils ont filmé à l'extérieur, puis ils ont redoublé, puis on entend comme un peu l'écho de la salle de doublage, puis les petits grichements, puis tout ça, là, tu sais, c'est une reproduction complètement fidèle des films d'époque. Le film est sur un peu l'envers du décor de Citizen Kane, et c'est fait complètement pareil comme ce film-là et les autres films de cette époque, justement. On sait donc à quel point Hollywood aime le vieux Hollywood, donc Mank, ça se peut qu'il rafle une coupe de trucs justement liés à ça. Mais c'est ça, Sound of Metal, c'était beaucoup plus primordial comment que le son était utilisé de main de maître plutôt que dans Mank où c'était beaucoup plus, on dirait, comme pour prouver qu'on est capable de le faire. Et maintenant, on est rendu à meilleure trame sonore composée pour un film. Pour mon choix, j'y étais avec News of the World de James Newton Howard. Pour cette catégorie-là, j'écoute non seulement les films, mais aussi par après, j'écoute la trame par elle-même. Et donc, celle qui a le plus ressorti et qui m'évoquait le plus le film, c'était celui-là. J'ai trouvé ça quand même très bon, ce film-là, News of the World, et définitivement, la trame sonore et Tom Hanks sont comme deux éléments forts de ce film-là. Je pourrais l'écouter en faisant du montage ou peu importe, c'est vraiment très bon. Mais j'étais quand même un peu tiraillé, et c'est donc pourquoi, pour ma prédiction, j'y ai été avec The Five Bloods, parce qu'il en est à sa seule nomination, malheureusement, et je dis ça vraiment sincèrement parce que j'ai complètement adoré ce film-là, et sa trame sonore aussi. Fait que c'est vraiment dommage qu'il soit pas plus nominé. Fait que je pense que ça se peut très bien qu'il gagne celle-là, juste parce que, ben, vraiment, là, au moins, ça serait ça, là. Bref, que ce soit l'un ou l'autre, je serais bien content. Maintenant, pour ce qui est de la meilleure chanson originale composée pour un film, mon choix, j'étais convaincu qu'il allait aller à Husavik de Eurovision, parce que, ben, je trippe sur cette tune-là, j'adore ça. Mais, c'est là que je me suis fait surprendre par Yossi, Scene, du film The Life Ahead, version anglaise de La Vita davanti a sé. Je sais pas quelle version qui va être chantée, en version originale italienne, peut-être italienne-anglaise, en anglais. Il existe quand même plusieurs versions, dont une en français. Donc, si jamais vous êtes curieux de comprendre la signification de la chanson, vous pouvez l'écouter dans la version que vous désirez. Mais je vous dirais, commencez par celle italienne parce que c'est juste magnifique. Même si on comprend pas ce que ça dit, on comprend ce que ça dit simplement par la mélodie et la façon dont c'est chanté. Mais principalement, c'est une chanson sur l'inclusion de tous et le support. Ça dit si tu te sens seul, il y a quelqu'un qui va te comprendre. Pour ce qui est de la catégorie meilleur acteur de soutien, mon choix s'est arrêté sur Lakeith Stanfield de Judas and the Black Messiah. Il joue quelqu'un qui est forcé par la police à infiltrer une partie de l'organisation Black Panther, puis on le voit sortir de toutes sortes de situations avec ses mensonges, puis il est comme pris dans ce conflit-là interne,
c'est vraiment une très bonne performance, mais si on se fie techniquement à la catégorie acteur de support, ça irait plus à Daniel Kaluuya, qui partage l'écran avec et qui joue justement le chef du Black Panther. Et c'est une tout aussi bonne performance qu'on le voit justement dans le conflit d'être un révolutionnaire et de emporter toute sa famille dans ces sacrifices-là avec lui. Alors, pour ce qui est du meilleur acteur dans un rôle principal, mon choix a été Steven Yeun de Minari. C'est une performance toute en subtilité. C'est vraiment, on y croit à son rêve et à tous les sacrifices qu'il veut faire pour y arriver. Minari, c'est un petit film doux, vraiment quand même, tu sais, avec des moments un peu crève-cœur, mais tout de même, qui s'écoute tellement bien, et je pense que c'est en partie dû aux performances qu'il y a dans le film. Donc moi, mon coup de cœur, ça a été pour lui, mais faut pas écarter la possibilité que Chadwick Boseman remporte l'Oscar de manière posthume pour Ma Rainey's Black Bottom. Pas seulement parce qu'il est décédé, parce qu'aussi, c'est vraiment une très bonne performance. Dans ce cas-là aussi, c'est un film à performance. Il y en a deux, il y a Viola Davis puis Chadwick, puis les deux soutiennent le film au complet sur leurs épaules. Donc, ça serait vraiment pas volé qu'il l'emporte. On voit un musicien qui veut absolument comme tout dévorer dans la vie, puis y aller sans hésiter, puis tout ça, mais il voit un petit peu les difficultés qui pourraient se poindre à l'horizon, qu'il n'avait pas anticipé. Puis c'est quand même une belle performance, j'ai trouvé. Donc c'est ça. Je pense que les Oscars aussi, c'est une manière de célébrer tout ça. On se rappelle Heath Ledger, donc c'est ça. Ça se pourrait très bien qu'il donne un Oscar de manière posthume, et je pense que ça serait amplement mérité. Maintenant, pour la meilleure actrice dans un rôle de soutien, mon choix est Yoo Jong-yoon de Minari. Elle interprète une grand-mère autant espiègle que adorable. C'est vraiment un coup de cœur dans le film. Elle vient parfaitement confronter et ébranler les idées du personnage de Steven Yeun, et toute leur animosité et chimie est juste parfaite. Et c'est la seule dont j'avais déjà un peu entendu parler avant de voir tous les films, donc c'est ce qui me laisse penser que ma prédiction irait aussi pour elle. Et il y a aussi Olivia Colman dans The Father qui est sublime. Par contre, elle a déjà remporté un Oscar, donc je pense qu'il y a peut-être moins de chance à ce niveau-là à cause de ça. Pour ce qui est maintenant de la meilleure actrice dans un rôle de soutien, mon choix est Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman. Elle joue une femme qui perd son bébé alors qu'elle l'accouchait à la maison, dû à ce qu'on présume une erreur de jugement de l'infirmière qui l'assistait. Mais c'est vraiment la bataille interne de cette femme-là de se reconstruire après la tragédie qu'elle a vécue qui est époustouflant. Et aussi, c'est la seule nomination du film, donc ça se peut qu'elle l'emporte pour le film au complet. Cependant, je prédis que ça pourrait très bien aller à Viola Davis dans Ma Rainey's Black Bottom. Comme je l'ai mentionné plus tôt, un film de performance de Chadwick Boseman et Viola Davis, les deux ensemble font le film. Donc en plus qu'elle interprète une musicienne importante de l'histoire des Noirs qui se laissait définitivement pas marcher ses pieds, mais qui avait le cœur sur la main. Une fois de plus, je pense qu'elle mériterait fortement, donc je serais pas fâché qu'elle l'emporte. Alors, pour ce qui est des meilleurs décors et accessoires, communément appelé Production Design, mon choix s'est arrêté sur The Father. Ça nous met dans la peau du personnage joué par Anthony Hopkins qui souffre de démence. Et ce qui est brillant là-dedans, c'est que justement, à la place de nous montrer le point de vue de la famille qui vit ce drame-là, ben on est dans les chaussures de la personne qui en souffre, et pour nous faire ressentir cet isolement-là, puis ce sentiment un peu d'être constamment perdu et de se promener dans le temps parce que ses souvenirs sont complètement mélangés dans sa tête. Absolument tout est utilisé pour nous faire sentir ce chaos total, avec l'utilisation de deux actrices qui jouent le même personnage, parce que dans le film, le père se met à voir sa fille
différemment par moment, et la même chose pour d'autres interprètes, mais ce qui est impressionnant, c'est justement l'attention aux détails sur l'environnement qui habite et qui se promène constamment. À un moment, il est dans un appartement avec tel style de décor, et à un autre instant, il se fait quitter, puis il y a une perte de conscience avec la réalité, puis après ça, il revient à lui, puis il est déjà rendu à un autre moment de sa vie, dans sa mémoire. Mais c'est pas exactement le même appartement, mais il y a certains éléments qui proviennent de d'autres moments qu'on voit plus tard, et c'est tout un peu mélangé, bien intégré, interrelié. C'est pas du grand production design, de gros décors incroyables, mais c'est fort comment que tout est employé pour les besoins du film. Donc, je pense que ça mériterait de remporter ce prix-là spécialement. Cependant, concernant ma prédiction, ça se pourrait très bien qu'encore une fois, Mank remporte ce prix, parce que comme je le mentionnais, Hollywood aime le vieux Hollywood, et là-dedans, il y a une reproduction de justement du vieux Hollywood et aussi des vieux studios d'Hollywood. Donc, s'il y a une certaine nostalgie qui est encore là auprès de ceux qui votent, peut-être des chances que ça gagne. Maintenant, pour ce qui est de la photographie ou cinématographie en anglais, mon choix s'est révélé être Nomadland, qui nous montre une femme jouée par Frances McDormand, forcée de vivre dans un van pour survivre, et qui se promène un peu partout au gré du vent en tentant de gagner sa croûte, tout simplement. Tant le sujet est quand même un peu dur, que toute la direction de ce film-là est douce à souhait. À l'opposé de ce que le personnage vit, les images sont complètement magnifiques. C'est des décors somptueux, mais aussi juste simplement naturels, avec une beauté là, incroyable. Et pour ce qui est de ma prédiction, on revient une fois plus à Mank, malheureusement pour moi, parce que là, je me répète, la reproduction d'un film d'époque, aussi parfaite qu'elle peut être, moi, ça m'a rien amené de plus, mais ça se pourrait que ça vienne plaire aux voteurs peut-être plus âgés. On est maintenant rendu au meilleur film d'animation. Étant un gros fan de stop motion animation, c'est sûr que j'ai bien apprécié le nouveau film de Shaun the Sheep, mais je l'ai trouvé juste un petit peu inférieur au premier. J'ai bien apprécié Wolfwalker avec son style complètement différent des autres. Et les deux Pixar, ben c'est sûr que je les aime beaucoup, mais un petit peu plus de préférence pour mon choix, c'est-à-dire Soul. C'est un film d'animation complètement mature, mais qui est super facile à regarder, qui vient un peu parler à tout le cœur des artistes dans le monde. Donc, je sais pas. Moi, vraiment, un coup de cœur pour celui-là. Donc, je pense que des bonnes chances de gagner. D'autant plus que quand c'est Disney Pixar, d'habitude, ça gagne. Là. Toutes les années où les beaux films de Laika étaient nominés, puis là, ben, un film aussi bien là, de Disney Pixar, mais peut-être pas aussi épatant, l'emportait. J'étais comme, Mais là, je suis comme, ouais, non, Soul, c'est comme, quand même, ça l'a levé la barre. C'est d'ailleurs pourquoi je lui mets ma prédiction, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chance derrière lui. Alors, on est rendu au meilleur scénario adapté, et cette fois-ci, mon choix et ma prédiction vont à The Father. C'est brillant comment le scénario nous fait découvrir tranquillement ce que le personnage vit, mais d'une façon totalement intime, pour nous faire comprendre tout le tourment intérieur qu'il ressent, mais en étant quand même cohérent dans les informations qui sont véhiculées à l'écran pour qu'on saisisse graduellement ce qu'il vit ou ce qui est rendu, etc. C'est fortement intelligent comme façon de faire vivre une situation au public. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant comme travail. Pour ce qui est du meilleur scénario original, eh bien, mon choix ainsi que ma prédiction s'est arrêté sur Promising Young Woman. L'histoire intrigante qui est racontée est vraiment intéressante et on s'implique dedans, mais c'est rempli de messages. Ça veut pas dire que les autres nominés sont sans message, mais je trouve que la façon dont les deux sont jumelés ensemble dans ce film-ci est juste
la meilleure. Et aussi, personnellement, j'ai comme un feeling pour ce film-là. Mais encore une fois, j'ai adoré Judas and the Black Messiah, Minari et surtout Sound of Metal, gros coup de cœur. Donc, ça me dérangerait absolument pas que les autres gagnent dans cette catégorie-là. Peut-être à part Trial of Chicago 7, là, celle-là, c'était correct. Alors, maintenant, en ce qui concerne le meilleur montage, j'ai attribué mon choix et ma prédiction à, une fois de plus, The Father. Quand je parlais plutôt de l'attention au détail et de comment tout est imbriqué pour nous faire sentir l'immersion dans ce monde de confusion-là, c'est le montage qui vient tout coudre ensemble d'une façon parfaite. Pour celui-ci, le montage m'a époustouflé. Pour tous les films, sans le montage, il n'y a rien. Mais dans ce cas-ci, un simple manque de rythme aurait tout brisé. Maintenant, en ce qui concerne la meilleure réalisation, j'étais bien tenté de le donner à Another Round ou Minari, ou mon favori, Promising Young Woman, mais mon choix et ma prédiction s'est arrêté sur Chloé Zhao avec Nomadland. Et là, je m'explique par le fait qu'elle a été nominée dans plusieurs catégories et qu'elle méritait fortement dans chacune d'elles, parce que c'est impressionnant de constater qu'elle a non seulement produit le film, écrit le scénario adapté, monté le film, mais aussi réalisé. Donc c'est, selon moi, justement un tour du chapeau où ce que elle a comme tout fait, dans la mesure du possible, là, avec l'aide de toute son équipe, bien sûr, et qu'elle a dirigé ça de main de maître, parce que le film est un superbe résultat. Donc pour le grand défi qui a été remporté haut la main, je pense qu'elle le mériterait fortement. Et maintenant, on est rendu à la grande catégorie finale, et j'ai nommé le meilleur film. On a cette année 8 nominés dans cette catégorie. Il y en a 6 sur les 8 que j'ai complètement adoré, et parmi les 6 que j'ai vraiment aimé, je pense qu'il y en a 3 qui sont des réels coups de cœur. J'ai été vraiment tiraillé super longtemps parce que justement j'ai été surpris par Sound of Metal, comment qui est doux comme film. C'est quand même quelque chose que tu t'imagines être complètement ardu à passer au travers, et ça l'est bien sûr, mais la façon dont c'est traité le sujet de la perte de Louis, c'est superbe. C'est réellement une mélodie cinématographique, ce film-là. J'ai vraiment, mais vraiment adoré ça. The Father, pour plusieurs raisons que j'ai mentionnées dans les catégories précédentes, c'est une immersion totale dans une situation que personne ne voudrait vivre ou que leurs proches vivent. C'est fortement émouvant, mais vraiment intelligent comme façon de nous faire ressentir toutes ces émotions-là. C'est définitivement pas un drame comme les autres. Et parlant de films pas comme les autres, mon choix et ma prédiction se sont arrêtés finalement sur Promising Young Woman. À défaut de me répéter, c'est un film coup de poing. Pour vrai, ça doit être vu, ce film-là. C'est comme pour ça que je me dis que ça devrait gagner meilleur film. C'est pas tout le temps, justement, le film qui devrait être vu qui l'emporte, mais on peut toujours espérer. Et encore là, je veux pas dire que les autres sont pas moins importants à voir ou qui soulignent pas des problématiques qui sont moindres. C'est simplement que toute la manière dont ça a été réalisé et produit à l'écran pour parler de ce sujet-là, j'ai trouvé que c'était celle qui méritait le plus cette reconnaissance-là en tant que prix du meilleur film. Je pense que ce serait pas nécessairement surprenant d'avoir une sorte de tentative de démonstration de comment ceux qui votent sont beaucoup plus éveillés maintenant, surtout avec le mouvement MeToo et tout ça, là, qui a vraiment fait ses forts à Hollywood. Donc, peut-être qu'on va avoir un écho de ça, justement, dans les prix qui vont être remportés aussi. Et voilà, c'est ce qui clôt cette énorme vidéo. Je suis sincèrement reconnaissant pour tous ceux qui écoutent ma vidéo présentement et mes vidéos en général et qui m'encouragent. J'apprécie beaucoup les interactions que j'ai avec vous et n'hésitez pas de m'écrire justement dans les commentaires ci-dessous ce que vous en avez pensé, si vous avez des préférés, écoutez-vous les Oscars, est-ce que vous en foutez complètement?
n'hésitez pas à me répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle cérémonie des Oscars. Je vous dis merci et à la prochaine!